On va rentrer dans le vif du sujet justement, et vous venez de faire l'introduction. Pour cela, on va parler des enjeux actuels et futurs de l'intelligence artificielle pour la santé. Autour de Damien Gromier, ses invités, vous accueillez Isabelle Ril, Guillaume Bory, Franck Marguin et Jean Spiry. S'il vous plaît, accueillez-les, ils sont vos invités. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. C'est un immense honneur de commencer cet événement avec un panel aussi prestigieux. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, grands enjeux, l'IA pour le secteur de la santé, c'est un véritable challenge. Alors, commençons peut-être par Isabelle. Donc Isabelle, comment tu perçois ce challenge de ton point de vue, finalement, de CEO adjoint de l'INRIA ? Bonsoir Damien, d'abord merci de nous avoir invités ce soir. Donc chez INRIA, bien sûr, nous sommes un organisme de recherche, donc on est très côté recherche fondamentale amont, en lien avec les entreprises bien sûr, et tout ce qui est santé nous intéresse depuis très longtemps, en lien avec les mathématiques par exemple, la modélisation, ce sont des champs très larges, et depuis quelques années, bien évidemment, comme dans tous les domaines, il y a une révolution apportée par l'IA, et donc c'est devenu un sujet très important pour nous. Alors, avec des choses qu'on connaît peut-être assez bien, c'est-à-dire justement ce qui vient d'être évoqué, tout ce qui est analyse d'image et autres, sur certains sujets, par exemple des échographies ou certains types d'imagerie, mammographie ou autres, il y a beaucoup d'images d'entraînement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la start-up Therapixel tout à l'heure, et ça marche plutôt pas mal. Il y a encore beaucoup de sujets qui sont ouverts, dans des domaines où il y a moins d'images, il y a moins de données. Il y a des choses un peu plus compliquées, des actes invasifs qu'on ne peut pas faire. Et donc là, il y a encore toute une recherche à faire, en particulier sur ce qui vient d'être évoqué aussi, tout ce qui est multifacteur, c'est-à-dire croiser les données d'imagerie, de biologie, de génomique, etc. Donc pour nous, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un vrai sujet pour l'ensemble des acteurs aujourd'hui. Et donc tu as été nommé au Conseil de l'innovation récemment. Est-ce que tu peux déjà en dire quelque chose sur ces sujets-là ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, vous avez sûrement suivi la mise en place d'un fonds pour l'innovation et l'industrie début janvier. 1,5 milliard d'euros, c'est ça ? Non, 10 000. 10 milliards. Je me coincais sur les chiffres, là, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Qui vont évidemment ne pas être consommés, mais dont les intérêts vont être utilisés. Et donc, il y a à peu près 150 millions par an qui vont être dédiés à des grands défis. Les deux premiers ont été choisis en juillet et ont été annoncés par les coprésidents de ce conseil, qui sont Bruno Le Maire et Frédéric Vidal. Et donc le premier qui a été choisi concerne l'IA et la santé, puisque ça concerne tout ce qui est amélioration des diagnostics par l'IA, avec des enjeux très importants, bien évidemment, encore une fois, technologiques, d'améliorer tout ce qui est technique qui peuvent permettre en IA de faire des avancées, mais également tous les enjeux qui sont la standardisation, la maîtrise des données, l'interopérabilité des plateformes. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ce sujet. Très bien. Alors, du coup, c'est enthousiasmant pour la France qu'on soit doté d'un fonds et de mettre des ressources à disposition de ces projets. Justement, en parlant de projets, quand on parle d'IA et de santé, moi, je me pose une question, je me dis, mais et si on était capable d'annoncer à une personne que dans 10 ans, elle aurait une maladie incurable, est-ce que, en termes d'éthique, ou est-ce qu'en tout cas, on devrait lui dire ? Alors ça, c'est un sujet qui dépasse forcément le domaine que je représente ici, c'est-à-dire vraiment les informaticiens et les mathématiciens qui travaillent sur ces sujets. Bien entendu, ils sont très au fait de ces problématiques et ils travaillent avec des médecins, avec des spécialistes de l'éthique et autres. Maintenant, sur ce genre de sujet, effectivement, il y a une équipe à INRIA qui travaille sur les maladies neurodégénératives en lien avec l'Institut du cerveau et de la moelle à la Salpêtrière, et qui, justement, a fait des avancées un peu de ce côté-là, c'est-à-dire en mêlant des données et en faisant de l'imagerie très précise, réussit à entrevoir la possibilité de faire ce genre de diagnostic. Alors, effectivement, tout le monde n'est peut-être pas prêt à l'apprendre. Ça peut permettre une meilleure prise en charge du patient, une meilleure prise en charge pour lui-même de l'annonce de sa maladie, s'il a un timing qui sait de quoi il parle. Et je pense aussi, mais là c'est plus du ressort des médecins, que ce genre de maladie justement qu'on annonce incurable, type maladie d'Alzheimer ou autre, pourrait être peut-être mieux accompagné par la médecine en étant diagnostiqué beaucoup plus précocement
et en ayant des possibilités, alors peut-être pas de les guérir dans un premier temps, mais d'allonger le temps qui reste au patient jusqu'à vraiment le moment où ça va devenir très problématique. En effet. Merci beaucoup. Guillaume, du coup, tu représentes le leader mondial AXA. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on aimerait avoir ta vision sur comment l'IA peut aider finalement vos clients ou la relation de vos clients avec une institution comme la vôtre. Bonsoir Damien et bonsoir à tous. D'abord, je pense que, si tu me permets un pas de côté, avant de s'intéresser à ce que l'intelligence artificielle peut faire pour les assurés, je pense d'une manière générale, il faut regarder à ce qu'elle peut apporter pour améliorer globalement la performance du système de soins, ce qui bénéficiera à l'ensemble de la collectivité. Et aujourd'hui, on voit bien que le potentiel de l'intelligence artificielle et en général de l'exploitation des données, ça va nous permettre de régler certains des problèmes qui sont des problèmes séculaires des systèmes de soins qu'on connaît bien. Je vais en mentionner un pour illustrer mon propos, qui est la taille des cohortes, extrêmement difficile sur de nombreuses maladies à constituer pour préparer correctement les traitements. Ces sujets-là peuvent être résolus grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est des sujets qui, bien sûr, pour nous, pour améliorer l'accompagnement des clients, pour améliorer les parcours de soins, sont des sujets absolument fondamentaux. Et c'est d'abord sous cet angle-là que nous, on regarde le potentiel de l'intelligence artificielle. Mais alors, ce potentiel, de manière concrète, quelles sont les innovations que vous voyez apparaître chez AXA ou quels sont vos investissements dans le domaine ? Oui, en tant qu'assureur, on essaye d'accompagner ce mouvement de deux manières qui sont complémentaires. La première chose, c'est qu'un assureur, c'est un investisseur de long terme. Donc, on finance directement de l'innovation des startups qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis, la seconde chose, c'est qu'on essaye de rendre disponibles ces innovations au plus grand nombre auprès de nos clients, mais d'ailleurs pas seulement, aussi en partenariat avec un certain nombre d'organisations qui nous permettent de toucher le plus grand nombre de patients. Et je vais citer deux exemples sur lesquels nous travaillons actuellement. Deux startups qui ont été incubées par le studio de start-up d'AXA Camet. La première, c'est Ibex, qui a développé un algorithme pour améliorer la lecture des résultats de biopsie dans les cas de suspicion de cancer, et qui aujourd'hui même est en déploiement dans de nombreux hôpitaux afin d'aider les anatopathologistes à détecter les tumeurs ou les débuts de tumeurs. Et le second, c'est une start-up qui s'appelle Apricity et qui a pour mission d'améliorer le parcours de soins pour les personnes qui ont des problèmes de fertilité. Vous savez que le marché de la fertilité est malheureusement l'un des moins régulés aujourd'hui, et donc un marché dans lequel il y a des bonnes solutions et aussi des très mauvaises. Et là aussi, on peut, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, aider à guider correctement la patiente dans son parcours afin qu'elle puisse trouver les meilleures solutions et surtout les traitements les plus efficaces. C'est extrêmement intéressant et d'ailleurs je pense qu'on y reviendra très longuement ce soir, mais que ce soit les projets, les startups ou dès qu'on fait quelque chose dans le secteur de la santé, c'est tout de suite un impact sur la vie des gens, sur leur santé, et donc c'est extrêmement fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est si nombreux ce soir à s'intéresser au sujet. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant sur le second exemple, c'est le fait que ce soit peu régulé. Quel est ton avis sur la nécessité d'avoir, entre guillemets, une certaine explicabilité des algorithmes et donc de leurs résultats et de l'IA? Est-ce que les acteurs peuvent eux-mêmes s'auto-réguler sur le sujet, ou bien est-ce que l'institution, le gouvernement, devrait faire quelque chose, devrait réguler? Oui, c'est une question évidemment très importante et j'espère qu'on en parlera longuement ce soir. Et d'ailleurs, Apricity aussi est là ce soir dans le village des startups. Et d'une manière générale, évidemment que lorsqu'on touche notamment à un algorithme qui influe dans le système de santé, le sujet de sa régulation, potentiellement de son approbation dans un certain nombre de cas par des autorités indépendantes qui sont capables de tracer l'explicabilité de cet algorithme, c'est un sujet absolument fondamental pour nous. Et pour les assureurs, bien sûr, on plaide pour que ces sujets-là soient traités, parce qu'il sera extrêmement important pour nous, y compris dans les cas où il faut reconnaître des potentielles erreurs dans ces algorithmes, que l'explicabilité et potentiellement l'approbation de cet algorithme aient été correctement documentées.
Parce que, donc, on a les experts de l'IA ce soir, mais on a aussi des experts un peu moins de l'IA, avec donc le secteur de la santé. L'explicabilité est importante puisque c'est finalement la fiabilité du résultat donné par un algorithme qui est concerné. Un algorithme, on pense toujours que c'est extrêmement scientifique, donc il nous livre un résultat 100% sûr, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est un point très intéressant. Tu voulais rebondir, du coup, je crois, sur ce sujet, Jean. Oui, merci Damien. Tout d'abord, je voudrais excuser David Layani, qui est le patron de OnePoint, qui n'est pas encore un homme augmenté. Donc malheureusement, il y a un petit lumbago qui l'a terrassé, et donc je le remplace au pied levé. Oui, je voulais réagir parce que, en effet, l'algorithme, il faut lui poser les bonnes questions. On est tous d'accord là-dessus. Il se trouve que j'étais conseiller du ministre de la Santé et j'ai le souvenir des erreurs qu'on peut faire en manipulant ne serait-ce que des machines simples. Les cas notamment d'irradier par des machines en onco qui ont été un vrai sujet. Donc on a un enjeu d'accompagnement, un enjeu de formation à l'intelligence artificielle qui est énorme. C'est vrai que OnePoint, c'est une entreprise qui accompagne ses clients dans la transformation numérique, et on a vraiment ce besoin de pas seulement se préoccuper de la connaissance scientifique, mais de la façon dont les professionnels de santé vont s'en saisir. Il y a eu un rapport du Conseil national de l'ordre des médecins, je pense que vous l'avez lu, justement sur intelligence artificielle, gestion des données et avenir des professions de santé. Quand vous aurez demain des cabinets médicaux qui seront en effet équipés de capteurs, qui auront des assistants personnels, quand vous aurez des salles d'opération qui auront de la 3D, vous pourrez finalement prévoir l'opération sur un modèle 3D avant de la réaliser, etc. Si vous n'avez de toute façon pas un parcours patient qui est organisé autour du patient, qui est dessiné différemment, si vous n'avez pas des professionnels de santé qui sont formés, ça ne marchera pas mieux. Enfin, je pense que ça marchera mieux, bien évidemment, mais il faut absolument avoir ces dimensions en tête. C'est très important, et notre système de santé, c'est une occasion de le décloisonner, de le désiloter, et d'avoir une approche beaucoup plus user-centric. Il y a un livre d'Eric Topol, qui est un des spécialistes des objets connectés aux États-Unis, qui dit « le patient va vous recevoir ». Il inverse, le médecin va bientôt vous recevoir, là c'est le patient qui va bientôt vous recevoir. Ça aussi, c'est un changement qu'il faut absolument qu'on prenne en compte. Effectivement, donc c'est un vrai sujet, cette régulation. J'aimerais qu'on rebondisse sur un autre aspect de l'IA que tu connais bien. Chez OnePoint, vous mettez en place des stratégies d'IA, vous mettez en place de l'IA concrètement dans les grandes entreprises. Quels sont les cas un peu emblématiques? Est-ce que tu peux nous donner de l'IA un peu concrète? Qu'est-ce que vous faites quand on dit IA et entreprise? Alors le problème, c'est que je pense que c'est un grand sujet de la soirée. Quand on parle d'intelligence artificielle, on commence sur l'exploitation de données par des algorithmes, tu passes à du machine learning assez vite. En matière de santé, c'est particulièrement intéressant. Tu peux faire une application de chatbot en matière de prévention. Ça, c'est un cas qu'on a eu qui est un truc très simple, mais qui marche très bien. Un chatbot apprenant qui répond à des questions, notamment par exemple pour des jeunes. On a incubé une start-up Anamnèse qui, comme son nom l'indique pour les professionnels de santé, fait une anamnèse qui va extraire les données de différents types de dossiers pour présenter des synthèses aux médecins. Je pense que là, il y a beaucoup de startups qui travaillent en ce moment sur des modèles de ce type-là, et c'est des modèles qu'on a implémentés. On a fait des projets de réalité virtuelle, et ça, c'est très intéressant, parce que la réalité virtuelle, je crois que c'était en 2016, à Angers, il y a une première opération du cerveau avec un patient qui était dans un casque de réalité virtuelle et qui n'était pas endormi. Donc il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent. Nous, quand on développe de l'intelligence artificielle, c'est toujours mettre la technologie, encore une fois, au service des usages et au service des organisations. Donc, petits exemples de start-up, en effet. On a fait pas mal de réalité virtuelle ces derniers temps. Beaucoup de choses autour de l'image, de la reconnaissance faciale. Vous connaissez tous les exemples qu'il y a, par exemple, sur la détection des mélanomes et des cancers par analyse d'image. Ça, c'est extrêmement précieux. Il y a aussi par analyse de l'œil sur des maladies hépatiques. On a des progrès qui sont extrêmement forts. Et ça, je pense que ça ne va cesser de se développer. Je voudrais juste dire un mot, j'ai été long, mais sur les startups, qui est un sujet qui me tient à cœur et qui est notre sujet de ce soir aussi. Il va falloir que notre pays accepte un jour de financer la prévention. Il va falloir que notre pays accepte un jour qu'il faut investir sur la santé pour avoir des économies demain. Quand on voit les perspectives aussi d'économie, c'est pas que pour ça l'IA, hein. C'est bien sûr pour améliorer la santé du patient, mais c'est aussi un vecteur d'économie. Eh bien, il faut savoir investir. Je vois beaucoup de startups qui viennent nous voir avec des projets intéressants, notamment en matière de prévention. Leur modèle économique ne peut pas se faire sans les bénéficiaires que sont l'assurance maladie et l'État.
Donc je le dis, je le redis, il faut qu'on ait une politique beaucoup plus dynamique au niveau national pour soutenir ces startups de santé. Complètement d'accord, on partage en tant qu'acteur de l'écosystème. D'ailleurs, Franck, est-ce que tu veux rebondir sur ce sujet, hein? Tu représentes la région Île-de-France. Quand on parle investissement, soutien aux startups, je pense qu'on n'est pas loin des prérogatives. Merci d'abord de m'avoir invité. Je voudrais simplement préciser à cette honorable assemblée que je représente ici Valérie Pécresse, donc la présidente de la région, qui m'a demandé de venir vous donner quelques indicateurs qu'elle a mis en place depuis que nous avons pris la région. Mais c'est quand même une bonne transition, parce qu'on parlait de prévention. Jean, avec qui d'ailleurs je travaille, parlait des pouvoirs publics. Alors ici, moi, je suis représentant de la puissance publique, donc je n'ai pas, comme les entreprises privées ou les chercheurs, les mêmes choses à vous dire. Alors, ce que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est que la filière santé représente une des 7 filières prioritaires que nous avons mis en place dès notre arrivée en 2016, mais que l'intelligence artificielle est la priorité de la présidente, puisqu'elle a mis en place un certain nombre d'actions concrètes, c'est-à-dire débloquer. Les actions concrètes dans la puissance publique, c'est assez simple, hein, c'est souvent des fonds. Il faut le remettre à sa juste valeur. Donc elle a développé des fonds, à la fois des fonds de la région, mais à la fois travaillé beaucoup pour les fonds du FEDER. Et donc nous avons toute une panoplie à la fois d'investissements directs, comme le soutien par exemple que nous faisons au projet DJ Hall, mais également dans nos dispositions de Innovop, Startup, qui permettent en fait aux entreprises de petite taille, voire de taille intermédiaire, de venir bénéficier des fonds de la région quand il y a innovation. Ce qui est important de savoir, c'est que l'attractivité en matière médicale est extrêmement forte. Nous avons des grands pôles qui sont importants, comme le Génopôle d'Ivry, comme l'UPEC à Créteil, comme Saclay. Et nous, en charge de l'attractivité de l'Île-de-France, nous appuyons beaucoup sur cet écosystème. Alors comment on s'appuie beaucoup sur un écosystème? C'est bien évidemment d'abord en l'aidant. Et notre première mission, sur laquelle nous sommes très attachés, c'est de faire en sorte que l'écosystème se parle, que l'écosystème se complète, que l'écosystème essaie de travailler ensemble. Nous sommes partis en Chine, par exemple, avec la présidente. Nous avons emmené avec nous des startups de l'Île-de-France spécialisées en l'intelligence artificielle. On a signé des accords avec Pékin. Donc voilà des choses concrètes. Ce qui est important, et je vois que le temps passe, le message que je voudrais vous laisser, qui est le message de la présidente, c'est qu'elle a pris à bras-le-corps ce challenge qui est absolument incroyable de l'agence de l'intelligence artificielle, et que nous ne sommes pas en dehors de ce bouleversement, qu'au contraire, cette intelligence artificielle s'applique à tous les secteurs. Je voudrais quand même, je sais que vous êtes tous spécialisés de la santé, mais il y a toute l'industrie du futur, toute la mobilité. Je crois que c'est un challenge et nous sommes heureux d'y contribuer. C'est un challenge et l'attractivité des territoires est extrêmement importante. Faire de l'île, la région Île-de-France et de la France plus généralement une terre d'accueil des meilleurs talents, des meilleurs projets, des meilleures startups. Voilà, on y a. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre soutien, merci de votre venue, de votre temps. Encore merci. Merci Damien, merci à vos invités.